Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Gaël Gilson. Je suis doctorant dans le même labo que Charlotte, au GREMS. On est assez complémentaires dans nos recherches. Et je suis aussi professeur de français. Par contre, il va falloir couper vos micros, s'il vous plaît. Aux nouveaux arrivants. Donc, je reprends. Donc, sur le côté de mes activités de recherche, je suis aussi professeur de français langue étrangère en secondaire. Et donc, moi, je travaille essentiellement sur les rapports dans les rapports entre apprentissage et jeux vidéo dans le secondaire. Alors, Charlotte vous a parlé de la distinction entre éduquer par et éduquer au jeu vidéo. Donc, dans l'idée d'éduquer par le jeu vidéo, le jeu est utilisé comme outil, comme des tours pour atteindre des objectifs qui sont extérieurs au jeu. L'éducation au jeu vidéo, c'est vraiment l'idée d'éduquer les jeunes aux spécificités du médium vidéoludique. Alors, à l'école, sur le terrain de l'école en général, on remarque que les enseignants ont une tendance plus prononcée à détourner, entre guillemets, détourner le jeu vidéo pour faire apprendre. Donc, en gros, il y a une prégnance de l'éducation par le jeu, c'est-à-dire que les enseignants vont utiliser des jeux vidéo en classe pour atteindre des objectifs pédagogiques qui sont prescrits par leur programme. On va par exemple étudier un jeu historique pour aborder une époque bien spécifique. On va utiliser un jeu vidéo pour étudier son système mathématique. On va utiliser un jeu vidéo, on va visiter par exemple des temples ou des environnements pour caractériser un certain mouvement artistique. Donc à chaque fois, le jeu est tordu, transformé pour répondre à l'objectif qui est déterminé par l'enseignant. Ce qui fait que finalement en classe, le jeu est rarement étudié pour ce qu'il est, à savoir un jeu vidéo. Et tout ça met de côté l'intérêt qu'on peut avoir pour le jeu vidéo en tant qu'objet. Alors Mathias parlait déjà en 2005 d'analphabétisme procédural. Il dit en gros que le fait de se focaliser sur l'éducation par les médias fait que finalement les jeunes ne connaissent pas les médias qu'ils emploient au quotidien et ne sont pas capables de les décoder, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les clés de lecture et les outils nécessaires pour le faire. Et donc, en gros, la proposition générale que j'essaye de faire avec un projet d'éducation aux jeux vidéo, c'est d'amener des propositions concrètes pour pouvoir étudier le jeu vidéo comme objet culturel en classe. Et si je dois un peu caricaturer, ce serait vraiment l'idée d'apprendre à lire, à décoder, voire à conceptualiser le jeu vidéo, comme on peut apprendre aux jeunes à lire un livre, à décoder un film, etc. Alors évidemment, ce n'est pas sans poser d'enjeux sociaux, puisque l'une des plus grandes difficultés des jeunes aujourd'hui, c'est d'être capable d'apprécier leur environnement médiatique contemporain. Donc quand on parle d'appréciation, c'est être capable de donner un avis, un jugement motivé sur ces œuvres-là, de bien comprendre les messages qui y transitent, mais aussi de voir en quoi ces œuvres-là font le miroir parfois de notre société ou de notre monde. Alors, pour replacer un petit peu ces questions-là dans la généalogie de ma recherche, en 2016, j'ai d'abord présenté un mémoire sur la notion de capital vidéoludique. Et en fait, c'est une notion qui a été théorisée par Mia Consalvo en 2009. Et en fait, Consalvo disait avec cette idée de capital ludique que le fait de jouer à certains jeux d'une même famille nous rendait plus performants à un jeu de la même famille. Donc en gros, si on joue à des jeux de plateforme et que j'achète un nouveau jeu de plateforme, le fait d'avoir comme ça une expérience de joueur dans les jeux de plateforme me rend plus performant dans le nouveau jeu que j'expérimente. Et elle explique aussi que cette connaissance du jeu, elle est nourrie par des paratextes qu'on lit à propos du jeu. Alors, les paratextes, c'est quoi? C'est des solutions à propos du jeu, des avis, des vidéos tutoriels. Et donc, toute cette connaissance qu'on accumule en jouant à des jeux de la même famille ou en lisant de la documentation à propos de ces jeux nous aide à être plus performants en jeu. Donc, il y a vraiment une idée comme ça de cumulation de savoir qui va directement être utile pour jouer. Alors du coup, moi, j'avais envie d'explorer un petit peu cette notion avec les jeunes. Et ce que j'ai fait durant mon mémoire, c'est suivre une huitaine d'adolescents dans leur environnement quotidien lorsqu'ils jouent à des jeux vidéo. Je me suis dit, bah tiens, en quoi est-ce que le rapport qui se crée entre eux et leur jeu devient une situation d'apprentissage? Comment justement ils apprennent en jouant et qu'est-ce qu'ils mobilisent quand ils jouent? Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des jeunes, lorsqu'ils jouent à un jeu vidéo, ne sont capables de produire un discours sur les jeux qu'ils explorent qu'à condition d'avoir un certain capital de connaissances au départ. Et donc, en gros, le fait, par exemple, de connaître certaines références littéraires leur permettent d'interpréter plus en profondeur certains jeux ou pas. Le fait de partager, par exemple, leurs expériences de jeu aussi avec des camarades rendait l'expérience plus
plus facile ou pas. Et donc, en fait, l'idée, c'est de ne plus avoir un capital de connaissances qui fonctionne par accumulation, mais par transformation. Donc, en gros, si je lis une œuvre culturelle et que je l'applique lorsque je joue à un jeu vidéo, ben, j'ai accès à certaines couches sémantiques du jeu qui m'auraient fait défaut si je n'avais pas eu la référence. Et donc, l'idée, c'est de se dire que toutes les connaissances qu'on a préalablement à notre expérience de jeu, qu'elles soient ou pas dépendantes du jeu vidéo, nous aident. Et donc, en gros, l'idée, c'est de se dire que si à l'école, on transforme le jeu pour atteindre des objectifs pédagogiques, mais qu'on n'éduque jamais les jeunes aux spécificités du médium, en fait, ils n'auront jamais assez d'outils pour s'approprier véritablement les jeux qu'ils explorent. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'à côté de cette mode qui existe pour l'éducation par le jeu, on peut essayer de faire de l'éducation aux jeux vidéo. On peut essayer d'approvisionner le capital vidéoludique des jeunes, les ressources dont ils disposent, pour leur permettre de mieux comprendre les jeux vidéo. Et donc tout ça, évidemment, m'a mené sur le terrain de ma thèse, où le but est vraiment de construire une didactique du jeu vidéo. Et alors pour ça, je mobilise la notion de littératie vidéoludique, que je vais mettre en pratique directement après avec un exemple de scénario. Et en gros, la littératie vidéoludique, c'est quoi si on devait la définir brièvement? C'est l'ensemble des compétences qui vont caractériser un joueur capable d'évoluer de façon critique, créative et autonome dans son environnement vidéoludique. Autrement dit, il va être capable de jouer à un jeu vidéo, de l'interpréter et de le créer. Il y a une certaine tendance à croire dans l'éducation aux médias aujourd'hui que créer un média permet d'apprendre toutes les spécificités du média. Bah tiens, si on apprend aux adolescents à créer un jeu vidéo, ils vont apprendre toutes les spécificités du jeu vidéo. Mais on oublie qu'avant tout, il faut aussi apprendre à jouer. Alors à jouer, ça veut dire quoi? C'est reconnaître toutes les formes ludiques, c'est manipuler les périphériques. Charlotte en a parlé, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde de manipuler le matériel à sa disposition, de s'orienter aussi dans les environnements en 3D par exemple. Interpréter, c'est donner sens aux éléments qui sont joués. Bah, tiens, que me raconte ce jeu vidéo? Quel message fait-il passer à propos du monde? Et le créer, c'est vraiment l'idée de le conceptualiser. Bah, tiens, aujourd'hui, si je dois créer un jeu vidéo, de quelles ressources est-ce que je dispose? Il y a énormément de game designers qui expliquent dans les conférences qu'ils présentent autour des jeux qu'ils produisent que si les équipes sont parfois très bonnes pour programmer des jeux, ce qui fait parfois défaut, c'est des connaissances en art, en esthétique, en narration, pour permettre aux œuvres d'être un peu plus profondes sur le plan notamment narratif. Alors évidemment, si on veut déployer une éducation aux jeux vidéo à l'école, il faut pour ça mettre à disposition des enseignants des outils qui vont leur permettre d'éduquer aux jeux vidéo. Et ça, c'est vraiment le boulot qui m'occupe pour la grosse partie de ma recherche. Alors pour ça, il a fallu trouver un outil théorique qu'on pourrait mettre à la disposition des enseignants. Et comme je suis professeur de français de formation initiale, ben, j'ai ramené un peu tout mon background de formation dans cette thèse et j'essaye ici d'élaborer une grammaire du jeu vidéo, mais une grammaire du sens. C'est-à-dire en fait une grammaire qu'on pourrait appliquer et pour lire, interpréter et pour écrire le jeu vidéo. Alors cette grammaire, elle fonctionne un petit peu comme notre système grammatical actuel. On va avoir des natures et des fonctions, comme on a des natures et des fonctions de mots dans la langue française. Sauf qu'évidemment, dans le jeu vidéo, on n'a pas vraiment de mots et de phrases. On a trois autres constituants que j'ai identifiés. Le ludème, la règle et le contexte. Alors je ne vais pas vraiment approfondir ça ici, puisque ce n'est pas l'objet de cette communication, mais pour le dire brièvement, en fait, le ludème, c'est l'élément minimal du jeu, c'est-à-dire que ça peut être un personnage, un objet que vous manipulez à l'écran, une arme. La règle, c'est ce qui va affecter le ludème. C'est par exemple le fait qu'on puisse manipuler cet objet, le fait que si cet objet a perdu des points de vie, il disparaît, etc. Et alors le contexte, c'est par exemple l'environnement sonore ou encore le point de vue narratif qui est utilisé dans un jeu. Et donc l'idée, c'est de voir comment ces éléments qui constituent le jeu vidéo, quels sont les points communs qu'ils ont entre eux. Les points communs constituent les natures. Mais comment est-ce qu'ils fonctionnent sur le plan sémantique? Bah tiens, comment est-ce que je peux lire cet élément-là de jeu pour comprendre ce que le jeu me raconte? Et alors mon boulot, c'est essayer de trouver les fonctions communes entre ces différents éléments pour créer ce qu'on appelle des clés de lecture, des clés d'écriture que les jeunes vont pouvoir activer dans leur compréhension des jeux vidéo qu'ils emploient. Alors je vais essayer de donner un exemple concret pour ça. On a tendance à regrouper les jeux par genre. Les jeux de plateforme, les jeux de rôle, les jeux d'aventure, les jeux d'horreur, etc.
Et donc, quand Mia Consalvo parlait de capital ludique, elle disait, ben voilà, si je joue à plein de jeux d'aventure, ben, je serai plus performant pour me débrouiller dans le nouveau jeu d'aventure que j'ai. En fait, on peut faire un regroupement plutôt qui serait par approche sémantique, en gros, par moyen d'interpréter un jeu vidéo. Ici, vous avez trois jeux, Hyper Light Drifter, Brothers et A Tale of Two Sons, et vous avez en bas à droite Eternal Sonata. Ce sont trois jeux qui sont complètement différents. Dans Hyper Light Drifter, qui est à gauche, c'est un jeu qui se rapproche plutôt du genre beat'em all, là où vous devez essayer de vous débarrasser de hordes d'ennemis qui vous assaillent. Dans le jeu Brothers A Tale of Two Sons, vous devez, c'est un conte en fait, un conte vidéoludique. Donc c'est une aventure où vous devez résoudre des énigmes pour permettre au personnage de progresser jusqu'à la fin de l'histoire. Et Eternal Sonata est un jeu de rôle relativement classique. Donc ils ont évidemment chacun leur spécificité, mais en fait ces trois jeux-là racontent la vie soit de l'auteur du jeu, soit d'un personnage tiers. Le premier, dans Hyper Light Drifter, par exemple, Alex Preston raconte son combat contre une maladie cardiaque qui le ronge. Dans Brothers A Tale of Two Sons, l'auteur en fait raconte son parcours migratoire lorsqu'il a dû quitter le Liban pour rejoindre la Suède. Et Eternal Sonata en fait raconte la vie de Chopin. Alors ce sont des jeux qui d'emblée ne précisent pas, à part peut-être pour Eternal Sonata, qu'ils sont des jeux biographiques ou autobiographiques. Pourtant, quand on a ces clés de lecture-là en tête, quand on aborde le jeu, on a une lecture qui est forcément différente du jeu que si on n'avait pas cette clé. Je ne joue pas de la même façon avec Hyper Light Drifter si je sais qu'il me raconte ou pas la vie de son auteur. Et donc, en fait, évidemment, les designers du jeu, ils ont crypté ces informations-là au creux du jeu. Et le joueur qui n'a pas les ressources nécessaires pour accéder à ce contenu qui a été caché ne peut évidemment pas apprécier l'œuvre vidéoludique à son maximum. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter cette clé de lecture-là en classe pour permettre aux adolescents d'avoir voilà, des poids d'accroche supplémentaires pour aborder ces œuvres-là. Un deuxième exemple, vous avez ici trois jeux de nouveau qui sont très différents. Donc le premier, c'est eSweet. C'est un jeu d'aventure où en gros des personnages débarquent sur une île déserte après un naufrage et doivent survivre pour sortir de là. En haut à droite, vous avez Hellblade, c'est une jeune femme qui, après que donc c'est une Picte dans les tribus 7, après avoir retrouvé son mari qui était le chef de tribu assassiné par les envahisseurs, elle devient folle en fait et va faire un parcours presque infernal pour essayer de retrouver l'âme de son défunt mari. Et alors en bas à droite, vous avez le jeu Pyre, qui est un jeu en fait d'arcade, de football un peu fantaisiste. Donc trois jeux a priori différents. Et pourtant, ces trois œuvres-là ont pour point commun de construire leur architecture narrative sur base d'œuvres existantes. Is, par exemple, se repose entièrement sur le mythe de Robinson Crusoe. Dans Hellblade, le parcours de Senua en fait est calqué sur le mythe d'Orphée. Et dans le jeu Pyre, même si c'est a priori un jeu d'arcade et de football, en fait, toute l'histoire qu'il y a en arrière-fond repose en fait sur le schéma narratif de la Divine Comédie de Dante. Et évidemment, on n'a pas la même lecture du jeu si on sait ou pas ces références-là. Alors, le but, évidemment, je vais laisser. Évidemment, le but de mon boulot, ce n'est pas uniquement de repérer ces points communs, c'est après de les transposer en piste didactique. Donc, vous avez ici le jeu Pyre que je vous présente, et en gros, dans ce jeu, vous incarnez un lecteur qui est un personnage que vous ne verrez jamais à l'écran, et ce lecteur que vous êtes s'éveille dans les bas-fonds, ce qui est une sorte de purgatoire en fait, où reposent les dissidents de la communauté. Alors, la communauté, c'est quoi? C'est un monde qui a viré à la dictature, où la lecture est interdite et où les livres sont brûlés en masse. Et vous, en tant que lecteur, vous devez lire un livre magique pour orchestrer des rites qui sont des matchs de foot un peu fantaisistes afin de regagner la communauté. Donc c'est un jeu qui est assez facile à prendre en main, qui a une esthétique bien particulière. Et en gros, l'idée c'est de se dire, bah tiens, comment est-ce qu'on va pouvoir permettre aux élèves de s'approprier un patrimoine culturel en jouant à ce jeu et à comprendre comment le jeu fonctionne. Et donc, comme première étape, en fait, donc ces scénarios-là sont toujours construits avec des enseignants partenaires. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui désirent expérimenter ces scénarios-là en classe et on les élabore ensemble pour qu'ils puissent en autonomie les mener en classe. Et donc ici, avec ce jeu, donc dans un premier temps, les élèves, on est en 5e secondaire,
les élèves ont dû jouer au jeu. Donc, ils se passaient la manette, ils jouaient au prologue, et tout au long du jeu, ils devaient émettre des hypothèses sur ce que raconte le jeu, où on est, etc. Et donc, pour ça, pour commencer, ils ont une fiche d'observation que je vous ai mise à l'écran, où en fait, les élèves vont devoir repérer les éléments constitutifs du jeu, donc les différentes natures. Alors évidemment, comme c'est pour des élèves, c'est assez séquencé et c'est très guidé, donc ils doivent retrouver les objectifs du jeu, trouver les actions que que le joueur peut effectuer dans le jeu, trouver aussi par exemple les événements qui se produisent, quels sont les éléments de décor, les personnages, leurs caractéristiques, etc. Et donc ça, ils vont vraiment prendre des notes en jouant au prologue. Dans un deuxième temps, une fois que le prologue est terminé, ça prend environ une demi-heure, les élèves sont répartis en groupes et doivent répondre à une série de questions pour poser leurs hypothèses sur le sens du jeu. Bah tiens, qui sont les personnages, où et quand s'ancre le récit, que se passe-t-il, pourquoi les personnages se retrouvent-ils dans cette situation, comment s'en sortir, etc. Et en fait, la difficulté principale de ce jeu, c'est qu'il est très résistant sur le plan d'interprétation et donc il n'est pas facilement accessible. Donc les hypothèses vont dans tous les sens. Et c'est là que c'est intéressant, puisque en troisième étape, via l'intervention de l'enseignant. Et donc, en fait, ce que l'enseignante va faire, c'est qu'elle va présenter une iconographie sur le thème du jeu. Alors, il faut savoir, en fait, que Payer, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, en fait, toute son architecture narrative repose sur la Divine Comédie de Dante. Sauf qu'évidemment, c'est jamais précisé aux joueurs. Et donc, l'enseignante va présenter une iconographie que je vais vous montrer juste après, qui va permettre aux élèves, en fait, de revenir, d'ajuster leurs hypothèses. Et puis, évidemment, elle ponctue tout ça avec des extraits de la Divine Comédie. Alors, parmi les iconographies qu'elle présente, vous avez en haut, donc je vais commencer en haut à gauche et je vais suivre l'ordre. Vous avez le personnage d'Ifrit dans la série Final Fantasy. Il y a d'ailleurs une attaque qui s'appelle Divine Comédie. Dans Maxime Chatham, L'âme du mal, c'est un roman. Le tueur, en fait, s'inspire du voyage de Dante pour commettre ces meurtres. Vous avez ensuite le jeu Dante's Inferno, où Dante, évidemment, parcourt les cercles de l'enfer. En bas, à droite, vous avez le manga One Piece. Et en fait, vous voyez ici, c'est la prison d'Impel Down, dont la géographie en fait repose sur les cercles de l'enfer. Pour ceux qui connaissent la série How I Met Your Mother, dans un épisode de la saison 5, je pense, Ted, le personnage, en fait, cite un extrait de la Divine Comédie. Et dans le jeu Devil May Cry, vous avez en fait les deux personnages qui s'appellent Virgile et Dante. Et en gros, une fois que l'enseignante a présenté en détail cette iconographie et a lu des extraits de l'œuvre, elle demande aux élèves quel est le point commun de ces éléments-là. Tiens, ils parlent de l'enfer, et là, l'enseignante présente la Divine Comédie de Dante. Le but sera après de retourner dans le prologue du jeu et de retrouver toutes les références à la Divine Comédie qui ont été inscrites de manière ténue. Et donc pour ça, on rejoue le prologue et les élèves doivent, en live, commenter, interpréter le jeu vidéo en activant leur nouvelle clé de lecture. Alors l'idée, c'est à chaque fois pour ce type de scénario-là, de créer petit à petit une didactique du jeu vidéo. C'est-à-dire que cette façon d'aborder Payer peut être appliquée à des jeux du même groupement. Donc les autres jeux qui fonctionneraient comme ça par réalignement architectuel, c'est-à-dire en reprenant l'architecture narrative d'une œuvre source, pourraient être abordés avec ce même scénario qu'il faudrait simplement entre guillemets, adapter au nouveau jeu qui est abordé. Et donc l'idée, c'est comme ça, à partir de l'analyse affinée de jeu, pouvoir proposer des scénarios pédagogiques presque clés sur porte à destination des professionnels de l'éducation pour amener petit à petit une éducation aux jeux vidéo à l'école. Donc ici, vous avez par exemple un extrait du prologue de Payer, et vous voyez qu'en fait, on a une représentation en cône inversée, qui est la manière dont les enfers sont représentés dans la Divine Comédie, avec cette forêt obscure, qui est d'ailleurs le premier lieu exploré dans l'œuvre source. Donc il y a toute une série comme ça de référents qui sont inaccessibles à qui n'a pas les clés de lecture pour l'aborder. Et donc en conclusion, en fait, dans le paysage pédagogique actuel, le jeu vidéo, il est utilisé très souvent pour atteindre des objectifs pédagogiques qui sont externes au jeu. Sauf qu'on a tendance à oublier quand même que pour aujourd'hui apprécier pleinement les jeux vidéo, qui sont quand même un média largement consommé par les jeunes, on a besoin de ressources, on a besoin d'outils pour les décoder et pour les écrire. Et donc si le jeu vidéo peut
permettre d'accès à certaines connaissances, il ne faut pas oublier qu'il faut mettre à disposition des jeunes les connaissances qui leur sont nécessaires pour aborder les œuvres vidéoludiques auxquelles ils jouent dans leur quotidien. Et donc voilà, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous autour de cette communication. Je ne sais pas au niveau du timing où j'en suis, mais si vous avez des questions ou que vous souhaitez qu'on complète un point ou l'autre, je suis tout disposé à le faire. En tout cas, merci pour votre attention.